que nous avons d'autres répercussions de ces phénomènes actifs sur les outils que nous utilisons dans la civilisation moderne. À court terme, ça serait bien d'avoir, par exemple, un satellite entre le Soleil et la Terre qui vous dise, bah, tiens, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, une éruption vient de se produire à 1,5 million de kilomètres, donc attention, on descend aux abris pour éviter que ça ne nous fasse du mal sur la Terre. Donc ça, c'est possible, mais ça ne se fait pas parce qu'on ne l'a pas encore fait, mais ça peut se faire. À moyen terme ou à quelques jours, c'est possible grâce aux observations hélioséismologiques qui vous permettent de sonder le Soleil de telle façon que vous pouvez regarder derrière le Soleil, ou aux observations stéréoscopiques qui permettent de regarder derrière le Soleil. Donc si vous avez un groupe de tâches très actif à l'extérieur, derrière le Soleil, vous savez que à peu près 14 jours plus tard, 2 semaines plus tard, il va apparaître à la surface et peut-être créer beaucoup de perturbations. À plus long terme, là, il faut savoir comment le champ magnétique est émis dans le Soleil. C'est une dynamo dont on ne connaît pas tous les détails et les beautés, et qui est donc très difficile. On va me dire, mais puisqu'on fait de l'étude sismologique du Soleil, on devrait pouvoir regarder quand même en détail le fonctionnement de cette dynamo, parce que non seulement le mouvement de matière est détectable par la sismologie, mais aussi la présence d'un champ magnétique. Le seul problème que nous avons, c'est que pour comprendre la dynamo solaire, il faut regarder aussi ce qui se passe le long de l'axe de cette dynamo. Le Soleil, c'est un espèce de dipôle, avec un pôle nord et un pôle sud, qui s'échangent d'ailleurs tous les 11 ans. Un cycle change de polarité, le Soleil change de polarité tous les 11 ans. On ne sait pas très bien pourquoi, c'est une dynamo qui est instable, il y a beaucoup de dynamos qui présentent ce phénomène-là, mais on ne peut pas sonder la dynamo et l'axe du Soleil parce qu'on n'a pas d'observation au-dessus du Soleil. Le satellite Ulysse dont j'ai parlé tout à l'heure n'avait pas d'instrument optique, donc il ne pouvait pas faire de la sismologie. Donc l'instrument idéal pour faire ces mesures et sonder et connaître la génération, le mécanisme de génération du champ magnétique, c'est un satellite au-dessus de l'écliptique, comme Ulysse, mais avec des instruments solaires. Nous verrons que ceci n'a pas encore été fait. Quelles sont les influences du Soleil sur la Terre? Elles sont multiples. Elles peuvent être des influences sur le climat. Le Soleil peut influencer le climat par le fait que s'il est plus brillant, eh bien, vous montrerez à la fin, eh bien, la Terre se réchauffe. Il peut y avoir des particules du rayonnement cosmique qui, pénétrant dans l'atmosphère, créent des phénomènes, en particulier la nucléation des nuages, et puis des perturbations géomagnétiques à l'intérieur de la Terre, des courants telluriques qui peuvent se produire. Mais en fait, quand on regarde les fluctuations de la température de la Terre, pour autant qu'on ait des observations conséquentes, les premières observations ont été faites toujours en Angleterre, et c'est seulement maintenant, récemment, qu'on a des observations au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, des observations sur tout le globe. Donc les mesures globales de température sont très récentes. On n'avait aucune idée au moment du minimum demandeur si la Terre était plus chaude ou pas. L'Angleterre était peut-être plus froide, mais on sait que ça peut être dû à des phénomènes de circulation atmosphérique et non pas du tout à des phénomènes liés au Soleil. Alors, ces discussions entre l'effet du Soleil sur le climat ont enflammé beaucoup d'esprits, le public s'y intéresse beaucoup, l'Académie des sciences a écrit un mémorandum pour contrer les positions d'un célèbre ministre de la recherche géophysicien, que vous connaissez peut-être, qui a pris des positions extrêmement avancées sur un domaine qu'il ne connaît manifestement pas bien, et qui ont obligé l'Académie des sciences à mettre au point des résultats de travaux de nombreux scientifiques très sérieux. Alors, voyons ce que nous observons et ce qu'on ne comprend pas. C'est la meilleure des façons d'être honnête en science. Ce que nous observons, c'est que la Terre se réchauffe. La Terre se réchauffe, vous voyez ici 3 courbes. L'une qui vous montre l'augmentation de la température de la Terre, la température moyenne de la Terre, et qui subit une accélération assez importante depuis 1950, une accélération continue. La courbe du milieu vous montre l'élévation du niveau de la mer, qui augmente d'à peu près maintenant 3 mm par an, et si vous avez les yeux bien attentifs, vous voyez ici une petite courbe rouge qui montre l'espace de temps depuis lequel on fait des observations spatiales, avec de la géodésie spatiale. C'est très récent, et ces observations sont extrêmement précises. Et puis la troisième courbe en bas vous montre la diminution de la masse de neige dans l'hémisphère nord. Voici par exemple des phénomènes tout à fait spectaculaires qui montrent que la Terre se réchauffe. Est-ce que c'est dû
un réchauffement climatique, je n'en sais rien, mais en tout cas c'est un fait. Voici le glacier Muir en Alaska, photographié en 1941, et le même glacier du même point de vue, photographié en 2004. Quelques 65 ans plus tard, qui vous montre, 63 ans plus tard, qui vous montre cette chose tout à fait extraordinaire de la végétation qui a poussé sur les rives sur la rive droite du glacier, et puis le glacier qui a reculé au fond de la vallée. Tout récemment, c'est paru dans Nature le 27 septembre, vous l'avez entendu certainement aussi, l'été 2012 a vu la plus grande perte de glace dans l'Arctique, au plus bas niveau jamais mesuré depuis l'espace. Donc la Terre se réchauffe, ça on ne peut pas le nier, ce sont des observations très claires. D'un autre côté, l'augmentation de la densité de l'oxyde de carbone dans l'atmosphère augmente constamment. Vous voyez ici cette courbe mesurée à partir d'un observatoire qui se situe au sommet des volcans d'Hawaï, où l'atmosphère est parfaitement propre, pour que les mesures ne soient pas handicapées par les problèmes atmosphériques. Et vous voyez que la densité du gaz carbonique augmente. On atteint aujourd'hui presque 395 parties par million. C'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour faire un effet de serre qui est considérable. Voici les dernières mesures qui ont été faites, effectivement, presque à 395. Et les fluctuations sinusoïdales parfaites que vous voyez là, ce sont les fluctuations dues à l'alternance des saisons. Quand il fait plus chaud, il y a plus de gaz carbonique. Quand il fait plus froid, il y en a moins. Et c'est ce qui explique cette oscillation. Alors, on sait aussi que le Soleil varie. Voici, je vous remontre une deuxième fois une des courbes qui montre l'intensité totale du Soleil en haut à gauche, et puis le rayonnement ultraviolet qui fluctue lui aussi plus bas dans la partie bleue à gauche, de façon beaucoup plus intense en fonction de l'activité solaire. Alors ça varie. Alors est-ce que cette fluctuation du rayonnement ultraviolet solaire peut avoir une influence sur la température de la Terre? C'est une chose que là, nous ne savons pas complètement. Voici les facteurs connus de ce qu'on appelle le forçage du climat, c'est-à-dire les facteurs qui peuvent influencer et forcer le climat à se réchauffer. Vous voyez que le phénomène prédominant, c'est quand même l'augmentation de l'effet de serre par le gaz carbonique. Aussi par le méthane et aussi par l'ozone, jusque dans la troposphère. Le gaz carbonique, l'effet de serre se produit essentiellement au niveau de la surface de la Terre. Le réchauffement par l'ozone se produit plutôt dans les couches élevées, dans la stratosphère et dans la troposphère. On voit aussi des effets qui sont plutôt de refroidissement, c'est-à-dire comme la présence d'aérosols ou de nuages qui peuvent refroidir la température parce qu'ils absorbent le rayonnement solaire et le réfléchissent vers l'extérieur. Donc il y a moins de soleil qui tombe. Et vous voyez dans la petite courbe qui est en bas ici, la proportion de l'influence variation de fluctuation du rayonnement solaire qui sont très 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 faibles. Pourquoi? Parce que la constante solaire dont j'ai parlé tout à l'heure fluctue de à peu près un dixième de pourcent. Donc c'est extrêmement faible et ça ne peut pas avoir des effets sur une fluctuation périodique du climat. Donc en fait, les facteurs de forçage sont plutôt en faveur d'un forçage anthropogénique. Et pourquoi s'inquiéter de ça? Il y avait l'ancien directeur de la NASA qui disait « Mais qu'est-ce qui me dit qu'on est moins bien maintenant avec une température plus chaude qu'avant ?» Alors évidemment, en Sibérie, les gens sont parfaitement heureux, il fait chaud, il fait plus beau. Ils oublient de remarquer qu'en même temps, la Terre dégage du méthane parce qu'il fait plus chaud. Les tourbes se mettent à dégazer et donc à créer encore un effet de serre encore plus important. Donc c'est un phénomène qui s'emballe. Et ça, c'est très inquiétant. Et on s'inquiète pour la raison suivante, c'est que dans le passé, il y a eu des fluctuations gigantesques de la concentration du gaz carbonique. Mais ces fluctuations, qu'on peut mesurer grâce justement aux mesures faites dans les calottes glaciaires et dans les carottes des carottes glaciaires, se faisaient sur des périodes de temps extrêmement longues, d'environ 100 000 ans. C'est ce qu'on appelle la fluctuation climatique Milankovitch, due aux propriétés de l'orbite de la Terre sur son orbite. Sur sa course autour du Soleil, et les variations des paramètres de cette orbite. Et si vous regardez la petite partie de droite de cette courbe, vous voyez qu'en l'espace d'un siècle, on est
passé la température a augmenté de quantité jamais vue auparavant dans l'histoire de toute l'évolution du climat mesurée depuis 400 000 ans. C'est pour ça qu'on s'inquiète, parce qu'on voit très bien qu'il se passe quelque chose qui n'est pas dû à la nature. C'est pas dû à la nature, et voilà, en grande partie à gauche, et puis à droite, vous avez ce qu'on appelle la queue de canne de hockey qui monte à des niveaux jamais atteints par rapport à la nature. Et c'est pour ça qu'on s'inquiète, parce que là, on voit manifestement un effet du réchauffement qui n'est pas naturel. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment cela va évoluer, parce que pour faire évoluer ces paramètres dans le temps futur, il faut faire des hypothèses. Il faut faire des hypothèses sur la quantité de gaz carbonique qu'on va émettre, donc sur quel type d'énergie on va utiliser, quelle sera la population de la Terre et le nombre d'utilisateurs de cette énergie. Donc il y a plein de paramètres socio-économiques qu'il faut faire jouer dans des modèles. C'est ce que font les scientifiques qui travaillent dans ce qu'on appelle le GIEC, le groupe intergouvernemental d'études du climat, qui se réunit et fait des rapports tous les 4 ou 5 ans pour faire l'état des lieux de l'évolution climatique. Et donc vous voyez sur cette courbe qui s'arrête aux alentours de 2010, les fluctuations et l'augmentation de la température de la Terre, et puis à partir de là, des choses qui divergent selon les modèles que l'on utilise pour les différents paramètres socio-économiques dont j'ai parlé. Alors ça, on n'en est pas sûr, ce sont des modèles qui font des hypothèses. Donc ça, c'est effectivement une grande inquiétude, mais aussi une grande incertitude. Ce que l'on sait en tout cas, c'est que si la Terre continue à se réchauffer comme elle le fait, et que les océans continuent à monter de 3 mm par an, eh bien en 100 ans, ils auront monté de 30 cm. Et ça, c'est la partie basse des hypothèses les moins pessimistes. Donc on est déjà un peu au-dessus de cette hypothèse-là. Donc il y a un vrai problème. Ce qu'on ne sait pas non plus, ce que je disais tout à l'heure, quelle est la variabilité du rayonnement ultraviolet et son effet, on sait la variabilité, donc quel est son effet sur l'évolution du climat. Si ça se produit, le rayonnement ultraviolet étant absorbé par les couches supérieures de l'atmosphère de la Terre, c'est donc ces couches-là qui peuvent avoir un effet sur le climat. Et comment elles peuvent avoir un effet sur le climat? Par la modification de la circulation atmosphérique supérieure, qui peuvent pousser les jet streams qui se trouvent aux alentours du pôle, dans un sens ou dans un autre, et créer des zones plus froides. En particulier, l'Europe du Nord est très sensible à ces phénomènes-là, et c'est la raison pour laquelle, souvent, quand on dit que le climat se réchauffe et que les gens en Europe grelottent plus que jamais, comme c'était le cas l'année dernière, au début de cet hiver, on a vraiment l'impression qu'on parle à des fous. Ils nous racontent des choses, des bobards, ces gens-là. Mais non, pas du tout, parce qu'il faut faire intervenir des phénomènes qui ne sont pas seulement des phénomènes radiatifs, mais des phénomènes de circulation dynamique de l'atmosphère. On a fait au CERN des expériences pour voir si effectivement le bombardement par le rayonnement cosmique, qui lui est modulé par l'activité solaire, pouvait avoir des effets sur la formation des nuages. Alors ces expériences ont eu lieu dans l'été dernier et ont montré qu'il y a effectivement des phénomènes qui permettent au rayonnement cosmique de créer des nuages. On a simulé le rayonnement cosmique dans un accélérateur du CERN, dans une cuve à l'intérieur du CERN. Mais on s'est aperçu que les petites les petites bulles d'eau qui constituent ces nuages sont trop petites pour avoir un effet climatique et ne sont pas de nature ni à réchauffer ni à refroidir le climat. Donc les expériences continuent et on en saura peut-être davantage dans les années qui viennent. Je vous ai montré tout à l'heure, vous ai parlé qu'il y avait effectivement des phénomènes liés à l'activité solaire qui affectent notre vie quotidienne. C'est le cas de ce qu'on appelle le space weather, c'est-à-dire la météorologie de l'espace, qui relie les phénomènes d'activité solaire aux perturbations qui nous affectent sur Terre et qui sont essentiellement qui affectent les communications par les fluctuations de l'ionosphère, qui affectent le GPS, qui peut perdre la précision de plusieurs mètres, parfois même de vingtaines de mètres lors de zones, selon qu'on est plus ou moins dans une période d'activité solaire. Donc le GPS est lui aussi affecté par cela. Les grandes structures métalliques comme les pipelines ou les lignes à haute tension sont sujettes à des phénomènes d'induction liés à la modification magnétique de la magnétosphère de la Terre, c'est-à-dire du champ magnétique terrestre dû au bombardement par le champ magnétique solaire, le vent solaire. Donc toute notre vie moderne, très technologique, est affectée par le vent solaire. Nos ancêtres les Gaulois n'en avaient pas aucun souci à se faire, parce qu'ils n'utilisaient rien de tout cela, mais nous sommes très vulnérables. Donc il faut se prémunir contre ces phénomènes-là.
Les conséquences économiques d'ailleurs de ces phénomènes sont considérables, puisque un rapport de l'Académie des sciences américaine a évalué à 10 milliards de dollars par an les dommages créés par ces fluctuations dues à l'activité solaire dans l'environnement terrestre. Il est temps de conclure ce petit tour d'horizon sur les beautés et les dangers de notre étoile. Eh bien, je dirais que les observations qu'on fait à partir de l'espace depuis maintenant une quarantaine d'années ont d'abord confirmé le modèle solaire et ont contribué à résoudre l'énigme des neutrinos manquants, qui était une énigme avec laquelle beaucoup de scientifiques ont vécu pendant longtemps. Elles ont révolutionné notre connaissance du magnétisme solaire. J'espère que vous en avez été convaincus sur les images et les films que je vous ai montrés. Elles ont permis d'identifier plusieurs sources probables du réchauffement coronal, sans encore en trouver l'explication, s'il y a une explication unique, quelle est-elle, et surtout comment ces phénomènes naissent et se dissipent. Et elles offrent une vue complète de toutes les manifestations de l'activité solaire qui, avant l'espace, se bornait à regarder le Soleil tel qu'on le voit avec nos yeux dans des télescopes de bonne qualité, les radiotélescopes. Mais grâce à l'apparition du rayonnement ultraviolet et des mesures d'intensité totale du Soleil, on a une vue beaucoup plus complète de l'activité solaire. Ce qui est intéressant, c'est que le modèle solaire, tel qu'il est maintenant confirmé par les mesures héliosismiques, montre que l'irradiance, la constante solaire, va croître cette fois-ci de 1%. On ne parle pas d'une fraction de pourcent, mais de 1% chaque 100 millions d'années. Ce qui veut dire que dans 1 milliard d'années, la température, la brillance du Soleil aura augmenté de 10%. Si on fait des calculs que cela peut induire 10%, on ne parle plus de fraction de pourcent, on parle de 10%, c'est énorme. Ceci va induire une augmentation effectivement du climat de la Terre, très considérable. Tellement considérable qu'on risque d'atteindre à la surface et dans l'atmosphère de la Terre des températures qui sont celles qui régnaient à la surface de Vénus il y a 4,5 milliards d'années. Sur Vénus, il y a eu une combinaison d'un effet de serre important qui a créé un réchauffement. L'eau s'est évaporée, il y a eu des nuages qui se sont formés, l'eau s'est évaporée et montée dans l'atmosphère de Vénus, et sous l'effet du rayonnement ultraviolet du Soleil, la molécule d'eau a été dissociée, et la molécule d'hydrogène s'est aussi dissociée, ce qui fait que finalement, on ne pouvait plus reconstituer l'eau par refroidissement. L'eau a disparu parce que l'hydrogène a disparu. Donc sur Vénus, c'est un désert aride, et c'est ce qui nous attend dans 1 milliard d'années. Alors, c'est pour ça qu'on a encore beaucoup de siècles à vivre si on n'entrave pas la lente évolution de la nature que je vous ai montré tout à l'heure. Et c'est certainement sur 1 milliard d'années, vraisemblablement, que nous aurons des fièvres et que nous serons certainement dans des conditions invivables sur Terre. C'est la raison pour laquelle je pense que observer le Soleil, comme on le fait en ce moment, mais observation qui risque de s'arrêter prochainement, est une obligation pour tous ceux qui s'intéressent aux effets solaires sur notre civilisation et sur nos conditions de vie. Donc je pense que c'est le message que je voulais vous transmettre. Il me reste à remercier les gens qui m'ont aidé à préparer cette conférence, mes collègues américains Alan Teitel, hollandais Karel Schreiber qui travaille à Lockheed, mon collègue japonais Saku Tsuneta San qui travaille à l'ISAS au Japon, et toutes les nombreuses équipes qui ont fait fonctionner le satellite SOHO, MDO, stéréo, et qui fonctionne toujours, et qui nous donne cette vue absolument unique du Soleil, telle qu'on n'avait jamais vu auparavant. Je vais terminer par cette image de tableau de Monet, pour vous dire que le Soleil a aussi permis d'inventer l'impressionnisme, puisque ce tableau s'appelle Impression, Soleil levant. Merci beaucoup. Je suppose que vous avez des questions. Alors malheureusement, je n'ai pas trouvé les micros HF aujourd'hui. Alors il va falloir
on s'arrange avec les cas, donc vous venez ici. Moi, j'ai une petite question pour démarrer. Les taches solaires sont moins froides que ce qu'il y a autour. Et pourtant, vous avez dit que ce sont le soleil est plus chaud. Il y a de taches, plus le soleil est chaud. C'est à cause des points brillants. Vous pourriez répéter ça? Oui, je vais répéter ça. Ce que je voulais dire, si ça n'a pas été clair, je vais le répéter, c'est que du fait que la pression magnétique est plus importante dans les tâches que la pression gazeuse environnante, il y a moins de la température est en fait plus basse au centre des tâches. En revanche, on a en effet des phénomènes magnétiques autour des tâches qui sont prédominants si vous les intégrez sur toute la surface du Soleil, et c'est ce qui permet ce qui explique pourquoi la constante solaire est plus importante quand il y a le maximum de tâches que lorsqu'il y en a moins. C'est parce que, en même temps que le nombre de tâches augmente, le magnétisme qui fait ces points brillants augmente également et crée le grand nombre de points brillants. Ok. Je vais vous amener des documents là, je vais les sortir. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez une question, je vous propose de parler fort. Parle fort. Oui, merci beaucoup là, pour la conférence, c'est formidable. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à bien comprendre dans le fonctionnement du Soleil. C'est de la fusion thermonucléaire, mais qui ne marche pas très bien. Hein. Ça marche surtout par effet tunnel, je crois. Oui. Donc les effets tunnels, c'est quand même beaucoup moins performant qu'une vraie fusion nucléaire à des degrés de température beaucoup plus élevés. Et en même temps,